Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir voyagé à Waterloo pour être avec Yannick Morin, qui a son gym, en fait, à Waterloo, qui s'appelle La Tôle. Bienvenue, Alex. Bienvenue sur Momentum Show, Ouais. merci beaucoup. Yannick, tu as un background qui est, pour le moins, vraiment intéressant. Fait que je voulais quand même parler un peu de ça, je trouve ça vraiment malade. Tu as été Monsieur Univers naturel, INBA. Tu as commencé ta carrière là-dedans. Ouais. Tu es allé aux Olympiques Ouais. en bobsleigh. T'as été 5 fois champion canadien en cyclisme sur piste, Ouais. pardon. Puis t'as plus de 27 ans d'expérience compétitive. Ouais. Comment est-ce qu'un gars fait pour jumeler 3 sports totalement différents comme ça, puis même un switch genre de bodybuilding à plus performance? C'est ça, Ouais. je dirais en partant, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Il faut que tu aimes le lycra. Il faut que tu aimes les sports de lycra. C'est quoi le lycra? C'est les vêtements qu'on porte pour faire les trois sports. Non, sérieusement. Sérieusement, écoute, il n'y a rien de planifié là-dedans. Là. Tu l'as deviné, tu sais, je veux dire. Ben, je savais pas, non? Quand j'étais plus jeune, je pratiquais la gymnastique puis les arts martiaux. Rien de compétitif, là, vraiment comme le kid qui va suivre les cours une fois ou 2 semaines. Fait que t'as commencé gymnastique artistique. Okay. Ouais, gymnastique et karaté, c'était les premières choses qui m'ont intéressé. J'ai jamais eu vraiment beaucoup d'intérêt à ce moment-là, en tout cas en jeune âge, j'ai jamais eu d'intérêt pour les sports très populaires. J'aimais ça un peu sortir des sentiers battus par rapport à mes activités. Okay. Puis ça m'avait amené là. Puis j'ai commencé à coacher de la gymnastique les tout petits quand j'avais moi-même 14 ans. Donc, premièrement, un gagne-pain, puis aussi, c'était une passion pour moi, j'aimais ça. Donc, lier les deux ensemble. Mon frère plus vieux commençait le bodybuilding. J'ai un frère, Joël, qui est 5 ans de plus, donc ça m'inspirait à vouloir commencer à m'entraîner. J'ai commencé à l'âge de fin 13 ans, début 14 ans, à lire à peu près tout ce qui se faisait sur l'entraînement. L'encyclopédie d'Arnold Schwarzenegger, c'est mon livre de chevet. Ouais, c'est ça. Puis, à 15 ans et un jour, soit mon anniversaire, j'ai commencé à m'entraîner en salle de musculation. 3 mois plus tard, j'étais le concierge du gym. OK. C'était quel gym? C'était la Palestrie à Actonville, un gym qui existe toujours d'ailleurs. Puis... Et pourquoi tu as commencé là-dedans? Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Écoute, j'aimais ce que ça projetait, la musculature. J'aimais ça. J'aimais l'entraînement. Je dis que j'ai commencé à m'entraîner à 15 ans, mais en fait, j'habitais en campagne, puis dans la grange familiale, il y avait une partie de Haut-Orange-le-Foin qui était comme mon dojo, où je pratiquais mes arts martiaux, puis aussi on avait quelques haltères. Donc, je jouais avec des poids, quelques petits trucs, depuis que j'étais très jeune. Puis ça venait me chercher. Vraiment, ça m'interpellait. J'aimais les performances. Puis encore aujourd'hui, il y a bien du monde qui vont m'associer, par exemple, qui vont dire t'es vraiment un gars de sport, t'es vraiment un sportif. Je me considère pas comme un sportif. Je suis plus quelqu'un qui aime les performances. Tu sais, je suis pas d'équipe sportive à la télé. Je suis pas groupie ou fan de vedettes sportives vraiment en tant que telles. Moi, c'est vraiment les performances, l'entraînement, trouver des stratégies pour aller chercher des dixièmes, des centièmes, une charge, un lever, 1 kilo, 1 gramme de plus. C'est vraiment ça qui me parle. Puis à travers le bodybuilding, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce qui m'a interpellé beaucoup là-dedans? C'est que si tu es prêt à faire des efforts puis avoir de la rigueur que les autres sont pas prêts à mettre, ben tu gagnes. Ouais, c'est ça. Tu es en train d'avancer pendant que les autres plafonnent, tu sais. Puis je pense que moi, je t'ai perçu beaucoup comme ça aussi au début. C'est plus l'aspect préparation physique parce que t'as plusieurs équipes, t'as plusieurs gars qui sont sur l'équipe nationale de cyclisme sur piste. Ouais. Si je me trompe pas, t'es aussi le préparateur physique d'une couple de gars qui sont olympiques en bobsleigh. Ouais, évidemment. Tu vas chercher la performance. Là. Oui, rendu à ce niveau-là, ça fluctue beaucoup parce que maintenant, il y a la centralisation, les athlètes partent et reviennent et tout ça. Mais depuis environ une quinzaine d'années, j'ai constamment des athlètes membres de l'équipe nationale de différents niveaux dans mon bassin d'athlètes avec qui je travaille, autant de sports d'hiver que de sports d'été. OK. Mais au départ, après ma carrière de culturiste, puis un petit peu pendant, j'étais quelqu'un qui se spécialisait en transformation physique. Puis je travaillais avec des mannequins, des modèles, des comédiens, des culturistes, puis des fitness. Puis ma clientèle, en gros, c'était pas mal ça. OK. Jusqu'à temps que quand j'ai remporté le titre de Monsieur Univers naturel à Las Vegas en 98, j'avais alors 22 ans, presque 23. Je savais que j'avais encore le goût de m'entraîner à un haut niveau, de cibler, mais j'avais le goût d'apprendre d'autres choses. J'avais le goût de repousser ça plus loin. J'avais l'impression que j'avais fait un petit peu le tour de ma discipline.
Puis, j'ai commencé à sprinter avec mon ami Hugo Lebé, qui avait déjà dans le passé, lui, fait partie de l'équipe du Québec, puis il avait travaillé un petit peu avec l'équipe nationale de bobsleigh aussi. Donc, commencé à sprinter. J'ai vu que Bobsleigh Canada annonçait un camp de recrutement à Ottawa. Je me suis présenté là. Puis là, ça a commencé le bob comme ça, tu sais. Ouais. Fait que là... Tu as commencé le bobsleigh avec un camp de recrutement. Dansez-vous! Ben écoute, là, t'arrives là, il te demande de sprinter, de sauter, de lever des charges. Bon, c'est sûr que pour moi, la partie force était un peu plus facile. Ouais. Je pense que je me tout à travers ma carrière de culturiste qui a duré 8 ans, j'ai toujours eu... Ah, ça a duré quand même longtemps, j'aurais pensé de 15 ans à 23 ans, ouais, quand même 8 ans. Donc, c'est toute mon adolescence avec tous mes petits lunchs bien pesés, bien mesurés. Là. On peut s'imaginer un peu ce que ça a l'air. Mais ça, t'arrives avec quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, dans le sens que tu as eu pas quelque chose qui manque nécessairement, mais tu sais, je pense, puis on tombe dans une autre conversation, mais le contrôle moteur en bodybuilding, énormément. Le contrôle moteur fin, entre guillemets, peut-être un petit peu moins là. Oui. Puis quand tu arrives, parce que le sport est intrinsèque, il faut que tu sentes le muscle, il faut que tu sentes des affaires-là, mais toi, tu arrivais de l'art martiaux, de la gymnastique, où est-ce que ces trucs-là sont cruciaux? Oui. Tu sais, fait que là, tu vois un peu le développement humain là-dedans, puis t'es comme, OK, somme toute, ça fait une bonne job pour se transférer vers l'athlétisme. Ouais. T'es rendu là. Je suis quand même, oui, tout à fait, mais je suis quand même convaincu que mes 8 ans de culturiste m'ont freiné un peu à certains égards d'un point de vue au niveau du potentiel d'explosivité que je pense que j'avais avant de commencer ça. Je pense que ça m'a mis un frein. Okay. Par contre, ça m'a beaucoup aidé par rapport à la discipline personnelle que j'ai développée. Puis je pense que cette qualité-là on tombe dans de quoi, a outrepassé la première. Tu comprends? Ouais, c'est clair. Ouais. Fait que j'ai tu sais, à force de travailler sous tension, d'apprendre au corps à être inefficace, parce qu'en bodybuilding, c'est un peu ça que tu fais. Tu t'habitues à te désynchroniser un petit peu pour taxer tes muscles. Puis dans le sport, tu veux les taxer le moins possible pour avoir de l'endurance vitesse, pour avoir plus de potentiel de durée dans ton effort. Fait que c'est nice. Quand tu es programmé pendant 8 ans à travailler contre tes muscles pour pouvoir les détruire au maximum, puis là, tout à coup, tu dois... Oui, faire ça un petit peu pour améliorer ta force, ta vitesse, tes qualités de puissance, mais aussi à l'effort, être économique dans ton façon de te déplacer, ta locomotion. Ben, je pense que peut-être que 8 ans de culturiste, ça a été un peu nuisible. Mais s'il y a quelque chose qu'il faut donner aux culturistes, c'est vraiment que c'est probablement la discipline ou le style de vie est le plus important. Alors moi, je suis arrivé dans un sport dans le sport du bobsleigh où il faut faire de l'haltéro, il faut lever des grosses charges, il faut courir. Ce que les autres faisaient, puis même faisaient mieux que moi au départ, mais avec un style de vie que moi, j'étais capable de penser à dormir, de penser à manger, de penser ce que les autres qui venaient du foot, qui venaient de différents milieux, n'avaient pas nécessairement. Donc, j'ai été capable rapidement de compenser mes lacunes avec une rigueur de personnel, c'est peut-être un peu plus grande que les autres. Et ça, c'est vraiment fou. Là, tu tombes tellement dans un sujet. À ma connaissance, c'est le premier à l'année sur le podcast qui est vraiment malade, mais tu sais, c'est souvent l'élément limitant, je pense, dans l'entraînement du monde. C'est à quel point tu es capable de structurer ta vie vers... Puis, tu sais, on parle peut-être pour une population un peu plus générale que pour des athlètes, ou est-ce que c'est un peu attendu de toi, je pense, que tu structures ta vie autour de ta performance, tu sais. Mais monsieur, madame, tout le monde, a misère à avoir le portrait général. Tu sais, c'est tout le temps, je viens au gym, après ça, je retourne chez moi, puis c'est comme si c'est deux... Tu sais, il y a eu un trou temporel entre les deux, il n'y a comme plus rien qui compte, mais c'est un avantage, de la manière que tu me le décris, ça a été un avantage super important pour toi de juste tout ramener ça, genre, puis tout structurer vers ça. Là. Absolument, puis le bodybuilding aussi, c'est concret, dans le sens où tu travailles très, très, très fort pour, souvent, des fois, une compétition dans l'année. Donc, tu arrives là, puis tu fais le bilan, tu débriefes de tout ça, tant de muscles de plus, qu'est-ce qui ne marche pas, puis tu travailles fort ton débriefing parce que tu sais que tu n'auras pas la chance de refaire une compétition tous les semaines. Non, c'est ça. Donc, tu apprends à être, je pense, très lucide dans ton autocritique, ton auto-analyse de qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu fais de mal pour voir comment ton intérêt est profitable. Fait que ça l'aide aussi parce que maintenant, quand tu reprends ça, puis tu dis, OK, je viens de faire une course de bob, c'est une Coupe du Monde, ça n'a pas bien été, mais dans 2 semaines, j'en ai un autre. Qu'est-ce que je vais faire pour me revirer de bord puis être solide? Ben, ton autocritique est pas mal plus percutante. C'est ça, c'est fou raide. Ça aussi, c'est un autre sujet vraiment malade. Tu sais, c'est le temps pour refléter sur qu'est-ce qui s'est passé dans n'importe quelle structure, n'importe quel entraînement. C'est crucial, c'est vraiment important. Là. Puis ça, c'est hâte que tu amènes ça, je pense. Là. Oui.
Non, pour vrai, c'est un gros morceau. Souvent, on fait les choses de façon traditionnelle où on répète les mêmes erreurs tout simplement en espérant un output différent. Ouais. Mais non. C'est la définition de la folie d'Einstein. Ouais. Comme just saying, guys. Je pense que il faut être capable. J'étais athlète et aussi mon entraîneur pendant cette période-là, donc il faut être capable. OK, tu n'avais pas d'entraîneur dans ce temps-là? Ben, j'ai eu des entraîneurs techniques, un coach de pilotage en bobsleigh, un coach sur le vélodrome pour me montrer à sprinter, je veux dire, des aspects techniques du sport, mais j'ai toujours été mon propre préparateur physique. OK, ouais. Puis même en cycliste, par la suite, mon propre entraîneur également, là, à force de passer des années dans la discipline. Donc, c'est une... je dis pas, c'est pas quelque chose que je recommande, je veux dire, je pense que pour bien des gens, c'est préférable de se faire prescrire d'une source externe, mais pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne. Je pense parce que je suis capable de mettre les émotions de côté puis d'être très, très rationnel avec ce qui se passe. Puis si tu es capable de faire ça, tu es capable de t'entraîner. On est dans qu'est-ce que t'aimes pas. Là, tu tombes dans le plus gros débat humain possible. Ouais. Es-tu capable de délaisser tes émotions en général? Si tu es capable de faire ça, ça va bien aller, mais oui, c'est malade parce que, tu sais, puis j'ai des clients un peu, en tout cas, la conversation est vraiment nice en ce moment, elle est vraiment en train de virer. J'ai des clients, je me suis mis en ligne, puis le monde, généralement, que je vois qui réagissent bien à ça, c'est des gens qui ont besoin d'un peu de ce que tu me décris, c'est comme d'un output qui est minimal. Dans le sens qu'ils veulent apprendre par eux-mêmes. Tu as juste besoin d'essayer de les diriger du plus que tu peux, mais il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes, c'est vraiment important. Sinon, tu as beau leur faire le meilleur programme au monde, ils s'en branlent. Genre, ça les intéresse vraiment pas. Fait que je trouve ça cool que tu amènes avec ça. Tu sais, tu prends l'entraînement, tu prends des méthodes, puis tu les adaptes à personne. Puis juste ça, c'est un autre débat. Ouais, des fois, il y a des gens qui ont besoin que ça soit prévisible, il y a des gens qui ont besoin que ça soit inspiré du moment. Il y a tellement de types, puis il faut que tu puisses adapter à toute cette. C'est le coaching. C'est ça le coaching. C'est ça, c'est vraiment malade ça. Puis pour revenir, par exemple, dans le sujet du podcast, je pense qu'on a fait quand même une bonne job d'illustrer ton background. Je pense que le fait que tu viens de plusieurs sphères qui sont assez différentes, c'est une grosse force, c'est vraiment très cool. Dans toutes ces sphères-là ou dans le monde de l'entraînement en général, y a-tu des erreurs que tu vois que les gens font ou des trucs avec lesquels tu n'es pas d'accord, des trucs plus communs? Des erreurs que les gens font. Je trouve que des fois, les gens sont un petit peu rapides à adhérer à des tendances populaires, des hypes du moment. Je pense qu'il faut faire confiance des fois au système. Rester ouvert sur la nouveauté, autant au niveau de la technologie que de la méthodologie de l'entraînement, toutes ces choses-là. Mais pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain dès qu'il y a quelque chose d'autre. Dès qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Fait que je te dirais que dans l'entraînement, il y a bien du monde qui vont prêcher pour des systèmes ou des plans vraiment définis, alors que je pense qu'il faut vraiment voir ça plus comme une map où tu peux vraiment prendre la route que tu veux, puis il y en a plein qui sont intéressantes. Mais ça, c'est juste ça encore là, c'est débile. Sérieusement, c'est comme... Puis là, je le ramène au CrossFit un peu, mais l'idée de Greg Glassman, à la base, c'est ça. Ben, puis c'est peut-être pas son idée, mais tu sais, c'est l'idée qu'il a essayé d'amener avec le système, justement. C'est pas des muscle-up 21-15-9. C'est pas ça qu'il a essayé d'amener, puis c'est ça que les gens ont retenu, tu sais. Mais toi, ce que tu dis, c'est de voir comment est-ce que l'outil peut être utilisé dans le contexte plus large. Exactement. Fait que des modèles et des systèmes, ça en prend parce que c'est très pratique. Oui, c'est clair. C'est très pratique. Par contre, il faut que tu aies une ouverture d'esprit. Parfois, les modèles ont besoin d'être adaptés, d'être modifiés. Puis aussi, il faut, quand tu as un modèle qui fonctionne, que tu es en train de faire évoluer, que tu ne le tasses pas de côté tout de suite parce que tu as vu quelqu'un performer davantage. Ou, on a une espèce de tendance à dire, puisque lui performe et il fait ça, donc si moi je fais ça, je vais performer également. Ça, c'est une erreur importante dans le monde de l'entraînement. Pourquoi c'est une erreur? Parce que la performance est multifactorielle. Puis d'associer une performance uniquement à une méthodologie d'entraînement ou une méthode alimentaire ou un système alimentaire où ça prétend que l'alimentation dicte la performance ou que la méthode d'entraînement dicte. Mais c'est pas ça. Parce que quand tu commences à t'entraîner, on le sait, tout marche. Ouais. OK? Ouais. Fait que il y a plein de façons d'arriver à des résultats. Puis, je pense vraiment qu'il faut garder à l'esprit que... Faut que je m'en vais avec ça, là. Il faut garder à l'esprit que la performance est multifactorielle. Ben c'est ça, faut garder à l'esprit que il y a tellement de facteurs
qui influence la performance que de dire qu'une personne est bonne parce qu'elle utilise telle technique ou encore, je pense que probablement ça manque d'échantillonnage. C'est pas de penser avec un esprit scientifique, de penser comme ça. Ouais. Puis, en même temps, ça t'enlève, moi je trouve que ça t'enlève de voir les propres résultats que tu pourrais avoir avec le système que tu es en train de mettre du temps à installer pour toi-même. Exact. Puis tu sais, c'est tout le temps ça. Puis c'est impressionnant le combat qu'on a, je pense, les professionnels de la santé, les entraîneurs là-dedans, à s'attendre que ça soit à débattre des meilleurs outils, quand en vrai, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va limiter le damage control qui est fait par le booty program d'une nouvelle célébrité. Puis c'est exactement ça que tu dis. C'est comme, c'est pas parce que ça a marché pour elle que ça va marcher pour toi. Puis si tu considères le programme comme étant la source magique de son succès, tu manques exactement ce que tu dis. Ouais. Qui est l'effet que c'est multifactoriel. Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui jugent les méthodes. On est là-dedans souvent comme plein d'autres milieux. Ouais. Le milieu de l'entraînement, c'est un monde d'ego. Puis lorsqu'on voit des choses qui ne font pas les choses les gens qui font les choses pas comme telles qu'on les entend ou qu'on les voit ou qu'on trouve qu'ils sont bonnes, on a tendance à voir ça de façon négativement. Fait qu'on juge des méthodes, on juge des systèmes, on juge des façons de faire. Puis après ça, on voit un résultat. Et si le résultat il est bon puis on n'aime pas la façon de faire, on va trouver une critique pour dénigrer. Alors qu'en bout de ligne, c'est quoi qui est le plus important? Il y a tellement de gens qui souhaitent avoir la badge d'honneur d'être celui qui s'entraîne le plus fort, celui qui s'entraîne le mieux. Mais en bout de ligne, rendu quand ça compte, je te parle de ça parce que je travaille en performance, c'est pas ce que tu as fait qui compte. C'est est-ce que ça t'a donné un résultat en bout de ligne? Est-ce que ça t'a permis de progresser? Ouais. Puis pour ça, en vieillissant dans le monde de l'entraînement, ce que ça m'a permis de faire, c'est les vieux de la vieille, le monde qui ont de l'expérience dans l'entraînement, qui en ont vu d'autres, qui ne comprennent pas nécessairement tout ce qu'ils font puis pourquoi ça fonctionne. Puis ils jouent un peu à l'oreille dans leur entraînement versus quelqu'un qui est plus scientifique puis les notes. Ils ont quelque chose à apporter, ces gens-là. Puis c'est pas parce que tu comprends pas pourquoi ça marche que ça marche pas. Ouais. Ça, c'est malade que toi, tu tombes là-dedans. Moi, j'ai eu beaucoup, je viens du monde scientifique, beaucoup comme on en parlait tantôt, j'ai eu beaucoup de misère à faire ce transfert-là. J'ai eu beaucoup, il n'y a pas de données probantes, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Puis tu sais, le résultat marche, mais des fois, la façon de s'y rendre est peut-être un peu plus boiteuse. Fait que tu fais juste discréditer au grand complet l'idée. Puis maintenant que j'en parle, ça a l'air retardé de faire ça, mais je l'ai tellement fait souvent. Puis je pense que les gens en général vont faire ça aussi dans beaucoup d'affaires. Fait que c'est vraiment intéressant. Je pense que ça prend un mariage, ces deux affaires-là. Vraiment, la science est super importante. Puis l'art du coaching, puis un peu ton sens de ce que tu as retenu dans ta carrière, dans ton expertise que tu as gagné au fil des ans, c'est pas rien non plus. Ça donne une valeur aussi. Il faut que tu réussisses à combiner ça avec la science, puis essayer de faire des liens. Puis quand tu fais ces liens-là, tu arrives à quelque chose de solide. Ouais. Puis un des défis des entraîneurs aujourd'hui, c'est de se donner les outils pour être capable de bien mesurer et quantifier ce qu'ils font et essayer de découvrir pourquoi ça marche, pour être capable de faire évoluer leur méthode. OK, genre quoi? Que ce soit des outils pour monitorer le succès, par exemple. On dit, c'est quoi tes indicateurs clés de la performance dans ta discipline? Tu fais du CrossFit. OK? C'est qu'est-ce qui détermine quand ça va bien, quand c'est pas bien? Où tu te situes là-dedans par rapport au mois passé, par rapport à l'année passée et pareille date, par rapport à la semaine dernière. Comprends-tu? Et là, quand tu fais ce travail-là, d'être capable de déterminer les indicateurs clés de performance qu'on appelle dans le jargon les KPI et de trouver qu'est-ce qui évolue et qu'est-ce qui évolue pas. Là, il faut être capable de revenir en arrière, débriefer avec ton athlète puis dire j'ai bien beau te vanter que ça va bien puis qu'on progresse, mais regarde, cet élément-là, il évolue pas. Ouais. Puis si on veut qu'il évolue, il ne faudra pas qu'on continue à faire ce qu'on faisait. Mais il faut trouver quelque chose d'autre. Exact. Ouais. Okay? Donc là, il faut que tu cherches. Quand je dis, il faut que tu te donnes les outils. Il faut que tu cherches pour trouver des façons de faire évoluer les déterminants de performance qui ont de la difficulté. Puis après ça, c'est de le plugger à ta personne, j'imagine. Exactement. C'est là que ça devient. On parle d'un contexte sportif, ou est-ce que c'est peut-être un peu plus... Mais j'adore ton idée. Ton idée est vraiment malade. Mettons, si on prend ça à sa plus simple forme, l'haltéro, ça se résumerait à est-ce que ton clean and jerk monte, est-ce que ton snatch monte?
Oui. Est-ce que ton classement monte? Oui, mais en parallèle, tu pourrais avoir des indicateurs clés de la performance qui sont liés à ton inconfort, liés à tes maux articulaires ou tes blessures articulaires. Comment que ça va, ça? Comment que ça évolue? Ouais, on a tout pété. Aussi, par rapport à des indicateurs de souplesse. Des indicateurs de souplesse, des degrés d'amplitude. OK? Ouais. Fait que tu pourrais avoir tes marqueurs, tes indicateurs clés de performance qui sont tes lifts ou des variations de tes lifts, des éducatifs de tes lifts. Et tu pourrais aussi avoir un saut vertical, tu pourrais avoir une amplitude de mouvement, mesurer des angles, tu pourrais avoir quelques déterminants qui disent quand ça va bien, je suis moins blessé. Puis mettre tout ça ensemble, puis faire ton suivi annuel à partir de ces indicateurs clés de performance-là. Puis après ça, être capable de revenir en arrière et de dire hey, tu vois, quand mon front squat max a baissé, quand mon saut vertical a baissé, puis quand mon amplitude a baissé, ben regarde ce qui est arrivé à mon clean, regarde ce qui est arrivé à mon snatch. Puis pour ces raisons-là, je pense que c'est loin en arrière. Ouais, je pense que c'est pour cette raison-là que je pense que c'est important de conserver la force, même dans une phase d'affûtage. Ouais. Puis c'est ça, quand je parlais tantôt des indicateurs clés de la performance. Je t'arrête juste une petite seconde pour ceux qui ne comprennent pas ce que Yannick vient de dire. Une phase d'affûtage, en fait, là, je ne sais pas quel type d'audience on va aller chercher, mais si on est plus généralisé en ce moment, vous allez avoir peut-être un peu de misère avec les termes. Là. Quand on parle de phase d'affûtage, on parle d'une période où est-ce qu'on va essayer de faire piquer la performance d'un taper, oui, c'est ça. À un moment précis. C'est juste ça, une phase d'affûtage, où les gens sont probablement plus à l'aise avec le mot anglais, avec un pic. Là. Pardon, qu'est-ce que tu disais, je m'excuse. Donc, prenons un pic. Comment qu'on fait pour déterminer... Comment qu'on fait avec un athlète excuse-moi, pour déterminer. Je suis distrait par le scooter qui vient de passer. Là, j'étais comme juste mettre, ok, ris pas, c'est pas drôle, t'es immature. On continue. Avec un athlète pour une phase de pic. Exactement. Ouais. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que la charge est trop lourde? Est-ce que la charge est bonne? Est-ce que la charge est trop légère? Tantôt, j'ai dit, un des défis des entraîneurs d'aujourd'hui, c'est de se donner les outils pour être capable de mieux quantifier ce qu'ils font pour s'améliorer. Ouais. Bon, un outil que j'utilise pour ça, c'est l'accéléromètre push pour mesurer la vitesse de déplacement des charges. Fait que je sais, par exemple, que dans une phase d'affûtage, du premier rep au dernier rep, il ne faut pas que j'aille plus que 10% de perte de vélocité. Okay? Si ma vitesse de contraction, maintenant je fais une série de 5 au squat à 80%, si j'ai plus que 5% de perte de vélocité, je travaille avec une charge qui est trop grande ou je suis fatigué, je devrais faire des séries de 3 ou 4. Okay? Par contre, dans une phase de développement de la force, je peux aller à 20% de perte de vélocité. Parce que tu développes la force. Exactement. Puis si je suis dans un sport où je peux me permettre de l'hypertrophie, je peux aller jusqu'à 40% de perte de vélocité. Je vais favoriser un peu mon hypertrophie. Par contre, ça va être un petit peu moins payant au niveau des qualités de la force-vitesse. Oui, c'est clair. Fait que ça, c'en est un outil. Okay? Fait que là, si je travaille avec un athlète d'endurance, puis que je décide de faire un entraînement combiné dans lequel il va faire de la muscu et de la course dans la même séance, parce qu'ils ont tellement de séances qu'à un moment donné, tu ne peux pas en rajouter. Ah ouais, non, ça devient difficile. Donc, je vais me dire, OK, quand l'entraîneur va travailler avec lui dans ce mouvement-là pour conserver sa force pendant sa saison, je veux qu'il fasse sa force, mais je ne veux pas qu'il y ait plus que 5% de perte de vélocité dans sa séance, parce que sinon, ça va affecter la course qu'il va faire après. OK. Ouais. Fait que ça en est des outils. C'est des exemples. Puis, mettons, j'adore l'idée, puis on aurait de l'amener un peu plus dans le monde sportif, je pense. L'idée est bonne. Je pense que les gens doivent vraiment retenir l'idée. C'est important d'avoir des marqueurs. Puis, ça semble vraiment évident dit comme ça. Tu sais, ça semble, c'est vrai que ça me prend des manières de progresser puis de mesurer mon progrès. Mais souvent, c'est pas là, ou même les gens qui sont plus freestyle, entre guillemets, en salle d'entraînement, c'est rare qu'ils vont avoir ces marqueurs-là. As-tu des places ou des endroits où est-ce que les gens peuvent chercher pour mieux se diriger un peu en général pour avoir des meilleurs marqueurs? Ou? OK. Pour déterminer les indicateurs de la performance. Oui, c'est ça. C'est ça. Très bien résumé. T'as très bien résumé une bonne question. C'est une mauvaise question, mais j'aime. C'est sûr que dans les... Souvent, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent le sport, mais je pense qu'il y a quand même un bon exemple à donner. Les athlètes de bobsleigh, ils poussent une charge sur 50 mètres. Donc, au début, il y a beaucoup de résistance parce que la charge est arrêtée. Donc, c'est difficile, c'est forçant. Puis, au fur et à mesure qu'ils poussent, il y a moins de résistance parce que la charge va l'accélérer. Puis, finalement, ça descend. Donc, ils tombent en overspeed. Ah, c'est 50 mètres? Ouais. OK, c'est quand même long. Ouais, je pensais pas que c'était aussi... Je pensais que c'était moins long que ça. Donc, Bobsleigh Canada, au cours des dernières années, ont développé un combine ou une batterie de tests pour évaluer si toi, quand tu viens, on n'a pas le temps de te faire pousser un bob pour vrai, mais on va se servir de différents tests pour voir si on pense que tu serais apte à être bon pour faire ça. Okay. Bon, on va faire un front squat, un épaulé, un saut en longueur, un sprint de 30 mètres, un lancer de ballon avant. Puis, on a remarqué que ceux qui sont très bons sont généralement aussi très bons dans ces tests-là. C'est-tu des 1RM? C'est des... Oui, c'est des 1RM. Des 1RM, okay. Maximum de distance pour les lancers, maximum de distance pour les sauts, maximum de vitesse pour la course, puis des RM pour l'épaulé debout, le front squat, puis aussi le bench press prise rapprochée. Ah, c'est un close grip? Ouais.
ou medium grip, close grip. C'est intéressant, quand même, C'est pour simuler un peu la poussée. Remarque, quelqu'un qui bench lourd large va bencher aussi relativement lourd rapproché. Mais ils ont essayé d'être plus spécifiques dans leur test. Puis, ce que ça dit, c'est, bon, si je m'améliore là-dedans, je vais m'améliorer, mais en cours de saison, je peux aussi me servir de mes tests de combine comme déterminant, comme KPI, comme indicateur clé de ma performance. Si à un moment donné, je remarque que ces levées-là baissent, ça se pourrait que ça se reflète sur ma poussée également. Et sont beaucoup plus faciles à mesurer, comme on pourrait les appeler comme des exercices baromètres. À tous les trainings, tu peux faire un lancer de ballon, puis voir où est-ce que tu te situes. Mais ce n'est pas tous les jours que tu peux pousser le bas pour voir comment tu te situes. Donc, souvent, les indicateurs clés de la performance, c'est des choses que tu peux utiliser comme exercice baromètre justement pour régulièrement voir où tu en es. Pour ne pas te retrouver avec un bloc de 3 mois et dire « Hey, finalement, ça n'a pas marché ce bloc-là. » Fait que c'est un peu ça le problème avec les séances tests, c'est que à la place de faire des séances tests, tu travailles avec des outils qui quantifient un peu ce que tu fais, puis des exercices qui sont baromètres, qui te montrent tes indicateurs clés de performance. Bien, à ce moment-là, tu sais en temps réel. Fait qu'à la place de débriefer après 3 mois de travail, tu débriefes au quotidien. Ouais, c'est clair. Pour la suite. Fait que tu progresses beaucoup plus. OK, wow. Puis, mettons, dans un point de vue plus de CrossFit, ou mettons, je vais commencer par CrossFit. Dans un point de vue de CrossFit, aurais-tu certaines suggestions, mettons, ou des marqueurs plus précis que les gens peuvent utiliser? Certainement. Faut pas que t'en prennes trop, parce que direct en partant, tu tiens de quoi d'important? Le monde reste collé sur les, je sais pas combien il y en a, mais les 20 benchmarks, mettons, là, tu sais. Fait. Moi, c'est sûr que certains que j'irais chercher une valeur dans le 7 à 15 minutes. Là. Pourquoi le 7 à 15 minutes? Ben, juste pour avoir une valeur de puissance aérobie maximale, puis étirer un petit peu en endurance, parce que souvent dans vos WOD, il y a de la durée. Fait que ça pourrait être fait au rameur, ça pourrait être justement un WOD que tu te sers comme indicateur, que tu choisis, qui est suffisamment général, qui représente. Dans le fond, on chercherait des exercices que tu n'auras pas de saturation spécifique qui va t'empêcher de continuer, mais vraiment une fatigue très généralisée. Ça serait ton indicateur de performance pour démontrer. Pour les gens qui écoutent, tu entends quoi par des trucs qui ne sont pas de la fatigue? Tu sollicite des mouvements complexes. Si, par exemple, ton mouvement, c'est tu choisis de faire un thruster, puis que tu sens qu'après beaucoup de durée, tes épaules saturées, mais tes jambes, ça va bien, bien, ça pourrait être un thruster que tu fais juste pousser la charge à toutes les 3 reps plutôt qu'à toutes les reps. Fait que là, tu aurais comme une dilution de la fatigue localisée pour être capable d'exprimer plus de fatigue générale. Fait que je me suis pas arrêté à ça, mais si, mettons, on prendrait le temps de... Je pourrais m'asseoir avec un coach de CrossFit puis des athlètes puis dire on va bâtir le déterminant de la performance, des qualités, de la puissance aérobique étiré un peu dans le temps parce que ça va un petit peu au-delà du 3-4 minutes. Puis tu entends quoi par puissance aérobique, excuse-moi? Je vais juste te faire définir des termes. Mais la puissance aérobique, là, je te dirais, là, c'est lorsque tu fais, je sais pas, peut-être que certains des gens qui écoutent ont déjà fait un test de PAM sur le rameur dans lequel tu rames progressivement à une vitesse. C'est dégueulasse, ça. Ça fait tellement mal, là, c'est ridicule. Et là, à un moment donné, tu peux plus soutenir le rythme. Tu as fait 13, 14, 15 minutes que tu rames, puis tu casses. Mais avant de casser, ça fait 1 minute environ, peut-être que tu as rétrogradé dans ton système anaérobique. Tu trichais un peu, c'était plus d'aérobie. Ouais, c'est ça. Et cette coupure-là, où tu commencé, c'était ta limite. Dans le fond, c'est ton 100% de puissance aérobie maximale. Avant de switcher dans un autre système qui est le même. Oui, mais qui n'a pas de durée de vie. Oui, c'est ça. Donc, la puissance aérobie maximale en CrossFit, c'est important. C'est une qualité qui est importante. Après ça, la force maximale, c'est important parce que tu déplaces les charges en pourcentage de ta force max. Fait que dès que tu déplaces quelque chose, et même quand tu sautes, quand tu sautes sur un box, tu soulèves ton poids de corps, donc si ta force est plus grande, c'est plus facile de sauter plus haut. Fait que ta force max, ta vitesse max, ton endurance vitesse anaérobique, c'est des qualités qui sont super importantes. Je mettrais peut-être une composante un peu plus liée à la coordination et l'agilité qui cible les qualités de gymnaste de l'athlète de CrossFit. Plus spécifique ou tu irais encore général à ça? Mettons vraiment sur des anneaux ou sur des handstands, des affaires de même? Oui, j'essaierais d'aller chercher. C'est parce que, veux pas, il y a tellement de temps et à perdre si tu les maîtrises pas que ça vaudrait la peine d'être capable de te donner une valeur gymnastique dans tes indicateurs de performance. Il faudrait que tu en aies une. Le resterait à la définir.
je baigne pas assez présentement dans le milieu du CrossFit pour te dire comme ça serait celle-là qu'on prendrait. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement d'aller dans les détails, mais c'est de comprendre un peu l'idée de ce que tu amènes. Fait que ce que j'amène dans le fond, c'est plaçons sur un radar graph, un graphique en forme d'étoile, comme ça. Puis on met ta force ici, ta vitesse ici, ton endurance aérobique là, ta puissance aérobique ici, tes qualités de coordination, agilité qui te permettent de faire tes gestes de gymnastique. Puis mettons un indicateur de fragilisation, de douleur ou d'inconfort. OK? Pour ça, c'est pour dire à quel point tu prends soin de toi puis que tu te prépares et tout ça. Qui est le bout que le monde ne voit pas normalement. Okay? Et là, ça devient... Puis là, à un moment donné, on prend toute la gang de ton box de CrossFit puis on les évalue toutes. Puis là, à un moment donné, on voit qu'il y en a un que sa ligne est plus en dedans, l'autre est plus là. Fait que tout le monde a un profil sur ces indicateurs clés de performance-là. Puis là, après ça, tu leur présentes ça. Tu leur dis... Si tu veux t'améliorer puis avancer, je pense que tu aurais intérêt à plancher sur ça. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est au fil du temps, comment que ce modèle-là évolue pour savoir ton potentiel d'être meilleur quand ça va être les prochains Open. Exact, ouais. Ouais, c'est malade ça. Et tu sais, je trouve ça cool parce que tu arrives avec un sport qui est somme toute assez complexe, dans le sens qu'il y a beaucoup de diversité, et tu le résumes quand même assez bien. Puis c'est ça l'intérêt de la préparation physique en général. C'est que tu vas chercher les marqueurs clés, puis après ça, tu les sors, puis c'est quelque chose qui n'est pas présent dans ce domaine-là. Le monde sont tellement occupés à juste faire le sport, qui est vraiment l'e-WOD au box. Puis c'est correct, il faut que tu fasses ça. Il y a une partie psychologique, il y a une partie comportement à ça qui doit être entretenue, je crois. Là. Mais tu sais, il y a quelque chose de plus large. Puis juste le fait d'être tout le temps dans le spécifique, ça amène beaucoup de problèmes de santé aussi, je pense. Là. Je pense que peut-être quelque chose qui pourrait être un peu un eye-opener pour du monde, s'ils reviennent dans leur historique de CrossFit, je suis sûr et certain, j'avance ça comme ça se peut que je me trompe, mais je suis sûr et certain qu'ils ont déjà vu à un moment donné quelqu'un arriver un peu de nulle part qui ne pratiquait pas cette discipline-là, puis très rapidement, qui est devenu pas pire, voire très bon, même s'il n'y a pas des années de bagage. Lui, ce qu'il avait au départ, sans être nécessairement très bon en CrossFit, si tu avais évalué ses indicateurs clés de performance, il était présent. Fait qu'il ne les a pas nécessairement développés en faisant du CrossFit. Mais là, c'est sûr que pour aller chercher l'étape suivante, il faut que tu fasses suffisamment de spécifique pour être économique et pour être fluide, puis pour être capable de supporter le stress mécanique qui vient avec tout ce nouvel entraînement-là, pour être capable de tenir le coup dans le temps également. Mais si tu n'as pas la base. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'aime ton idée. Fait que si vous êtes capable de vous référer à quelqu'un qui était comme ça, pensez-vous, puis mettons que tu dis que ta carrière de CrossFit, elle a 10 ans. Si tu te retirais pendant 1 an, puis tu développais ces qualités-là et tu revenais, probablement que ton potentiel d'atteindre un plus haut sommet dans ta vie un jour serait plus grand que faire du CrossFit en continu. Ouais. Ce qui devrait être aussi, on a parlé un peu de ça tantôt, mais c'est vraiment, j'ai aimé ce que tu as dit tantôt dans le sens que, tu sais, ultimement, il faut que tu vois les principes et les méthodes. C'est important de faire la séparation, dans le sens que même si tu pratiques du CrossFit en ce moment, ton idéal n'est pas tant le CrossFit. Ou peut l'être, mais c'est développer ton potentiel ultimement. Là. Cette sphère-là ne sera jamais atteinte si tu es juste spécifique, puis tu restes collé dans les principes, dans les méthodes plus que les principes. C'est un peu ce que tu dis. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, il faut être capable de voir le big picture, puis il faut vraiment faire un suivi. Il ne faut pas assumer que parce qu'on le fait, que ça marche. Okay. Qu'est-ce que tu entends par ça? Faut pas assumer. C'est parce qu'il y a du monde qui disent moi, je suis le programme, puis je suis présent au cours. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? C'est pas vrai. Okay? C'est pas parce que tu checkes la case training que tu fais exactement ce que tu as besoin, que tu fais ce qui correspond à ton type, que tu y mets la bonne intensité nécessairement, que ton style de vie autour de tout ça est convenable, qui te permet de récupérer pour être capable de sortir le meilleur de toi-même quand tu le fais. Fait que des fois, la personne, elle va avoir l'impression qu'elle a adhéré parfaitement au programme, puis quand elle va voir qu'elle n'évolue pas, elle va dire moi, je vais me réorienter vers un autre entraîneur, ou à la place de tout ce qu'ils ont bâti ensemble pourrait servir comme connaissance acquise en commun pour être capable de se réorienter puis comprendre comment cette athlète-là marche, puis comprendre comment on va adapter, mais plutôt va se réorienter vers un autre système. Wow. Shit. C'était malade, ça. C'était vraiment fou comme idée. Excuse-moi, mais c'était... Damn. Yannick, c'est une merveilleuse façon de finir le podcast, mon Dieu. Merci énormément d'avoir été là. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Écoute, je suis à l'atoll à Waterloo. Où est-ce qu'on est en ce moment? Sérieusement, je ne l'ai pas dit. Puis, mais, vas-y. En fait, je fais beaucoup de gym, comme je t'en ai parlé un peu, mais j'en profite pour le dire sur le podcast. Si vous êtes dans le coin, bon Dieu, venez faire un tour. C'est fou raide. Les jouets que tu as ici, puis toute la gear que tu as,
Sérieusement, si vous êtes dans le coin, venez faire un tour. Puis même si vous n'êtes pas dans le coin, venez faire un tour. C'est vraiment malade comme gym. J'ai une page professionnelle Facebook, Yannick Morin, Coach Yann, que les gens peuvent suivre, que je publie souvent de l'information, des formations, des choses comme ça. Puis la page de l'Atoll, qui est notre centre d'entraînement, que si vous êtes dans le coin pendant les vacances, profitez-en pour venir faire un bon training ici. Ah ouais, non, c'est vraiment malade. Merci énormément d'avoir été là, tout le monde. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous rendre sur iTunes, Podbean ou peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser 5 étoiles. Ça fait une grosse différence en visibilité. N'hésitez pas à aimer, à liker puis à partager le show. Sérieusement, ça fait une grosse différence. Puis, nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci Alex. Cool. Hey, c'était fou, Red, sérieusement. Merci.